le premier empereur chinois et la quête d'immortalité. D'effroyables pièges dissimulés suscitent l'appréhension des archéologues devant l'ouverture envisagée du tombeau du premier empereur chinois. Un redoutable accueil attendrait celui ou celle qui oserait ouvrir le tombeau de Qin Shi Huang, le tout premier empereur de Chine, avec ses arbalètes prêtes à décocher et ses courants argentés de mercure déconcertants. Devant cette menace imminente logée au cœur du mausolée, où se dresse également l'extraordinaire armée de terre cuite, les archéologues préfèrent renoncer à leur entreprise. L'armée de terre cuite est une collection impressionnante de milliers de figurines grandeur nature en argile représentant des soldats, des chevaux et des chars. Ces figurines ont été disposées autour du vaste mausolée de Qin Shi Huang, surnommé l'Empereur Jaune, le premier empereur de Chine et fondateur de la dynastie Qin. Ce mausolée monumental se trouve à proximité de la ville de Hongzhou, dans la province du Shaanxi, au cœur de la Chine. L'objectif de cette armée en terre cuite était vraisemblablement d'assurer la garde de la tombe sacrée ou de servir le souverain dans sa vie après la mort. Chers aventurières et aventuriers, je vous salue et vous convie à cette nouvelle quête qui nous transporte vers l'Empire du Milieu, à l'aube de cette fascinante civilisation. Ensemble, explorons ce site mystérieux, un véritable trésor d'histoire, niché au cœur de l'Empire. Notre expédition nous guide vers un lieu où le passé s'anime, révélant d'un côté le sépulcre impérial de Qin Shi Huangdi, demeuré inexploré jusqu'à ce jour, et de l'autre, les trésors enfouis dans les fosses abritant les vestiges préservés de milliers de soldats en argile cuite. Ce site d'émerveillement s'étend sur une surface impressionnante de près de 56,25 km². La mise au jour de ce site étonnant remonte à l'année 1974. Les figures d'une remarquable fidélité au réalisme offrent une perspective inestimable sur l'art de la guerre de l'ancienne Chine, présentant une variété d'armes et d'armures ainsi que des détails mécaniques des chars et des structures de commandement. Né sous le nom de Zhao Zeng en 259 avant Jésus-Christ, le futur empereur n'avait que 13 ans lorsqu'il accéda au trône en tant que roi de la province du Qin. En 221 avant notre ère, il avait déjà conquis plusieurs autres provinces et s'était proclamé lui-même Qin Shi Huangdi, ce qui signifie « le premier auguste empereur du Qin ». Son bref règne fut marqué par des avancées majeures dans la centralisation du pouvoir, l'unification des systèmes d'écriture, de poids et de mesure, ainsi que dans les domaines monétaires et juridiques. Durant le règne de l'empereur Qin, la Chine se présentait comme une mosaïque de cultures, d'ethnies et de croyances religieuses. Le concept d'un pouvoir politique autoritaire et centralisé, émanant d'une capitale éloignée par le biais de fonctionnaires, était perçu comme inhabituel, complexe à expliquer et à mettre en pratique. Malgré tout, l'empereur Jaune réussit l'unification de tout ce vaste territoire et différentes ethnies et familles qui se détestaient entre elles. De plus, il initia la construction de la Grande Muraille de Chine. Cependant, l'empereur est également notoire pour ses actes tyranniques, incluant la mise à feu de livres et la persécution des intellectuels. L'empereur Qin Shi Huang était célèbre pour sa quête d'immortalité, une quête qui le poussa à expérimenter divers remèdes, dont le mercure extrait du cinabre. On raconte qu'il consommait régulièrement un mélange de vin, de miel et de mercure, influencé par des mythes et des praticiens de l'occulte. Ironiquement, ce produit toxique pour le corps humain a très probablement joué un rôle dans sa mort prématurée à l'âge de 49 ans. Qin Shi Huang régna en tant que premier empereur de Chine jusqu'à sa disparition en 210 avant Jésus-Christ. Bien que son règne fût de courte durée, il fut riche en événements, beaucoup d'entre eux étant suffisamment célèbres pour façonner sa réputation durable de despote mégalomane. L'empereur semblait obsédé par la recherche de l'immortalité, une obsession peut-être nourrie par sa survie à 3 tentatives d'assassinat. Il chargea les scientifiques de son temps de découvrir des élixirs capables de prolonger la vie, et il envoya de jeunes émissaires à travers la mer de l'Est à la recherche du légendaire Panglé Shan, le mont Panglé, terre des immortels. Malheureusement,
Toutes ces tentatives pour prolonger artificiellement sa vie se sont avérées infructueuses. Face à ces échecs, Qin Shi Huangdi opta pour la solution traditionnelle des dirigeants autocratiques et entreprit la construction d'un vaste mausolée monumental à la place. Un sépulcre truffé de pièges antiques. En 1974, un humble champ dans la province du Shaanxi, Chine, est devenu le berceau d'une des découvertes archéologiques les plus prodigieuses de tous les temps. Des paysans, en creusant, mirent au jour des fragments d'une figure humaine en argile. Mais cela n'était que la prémisse d'une révélation extraordinaire. Les investigations archéologiques qui s'ensuivirent dévoilèrent que ce champ paisible recelait des mystères enfouis. Plusieurs fosses renfermaient des milliers de reproductions en argile à échelle humaine, incluant soldats et chevaux de guerre, mais aussi acrobates, dignitaires éminents et même des animaux. Tout indique que cette incroyable armée de terre cuite avait pour mission de protéger le mausolée voisin de Qin Shi Huang, le redoutable premier empereur de la dynastie Qin, dont le règne s'étendit de 221 à 210 avant notre ère. Si de vastes sections de la nécropole qui entourent le mausolée ont été explorées avec minutie, le tombeau même de l'empereur demeure inviolé, malgré le foisonnement d'énigmes qui l'entourent. Peut-être que, pendant plus de 2 millénaires, nul regard n'a eu le privilège de contempler les profondeurs de cette sépulture, depuis le jour où l'empereur redouté fut scellé à l'intérieur, cloîtré dans l'obscurité du temps. Un des principaux motifs de cette réticence réside dans l'inquiétude des archéologues quant aux conséquences des fouilles sur la préservation de la tombe, risquant de sacrifier des données historiques cruciales. Actuellement, seules des méthodes archéologiques intrusives seraient viables pour accéder à l'intérieur de la tombe, mais ce choix comporterait un risque considérable d'endommagements irréparables. Un exemple particulièrement illustratif de cette situation est celui des fouilles de la cité de Troie dans les années 1870 par Heinrich Schliemann. Pris par l'empressement et la candeur, son travail a abouti à l'effacement de quasiment toute trace de la cité qu'il ambitionnait pourtant de mettre au jour. Les archéologues sont résolument déterminés à éviter toute précipitation et à ne pas répéter les mêmes erreurs. Ils s'efforcent de préserver l'intégrité de cette histoire enfouie avec la plus grande précaution. Les chercheurs ont évoqué la possibilité d'adopter des méthodes non invasives pour explorer l'intérieur du tombeau. L'une de ces propositions consiste à recourir aux muons, des particules subatomiques générées par les rayons cosmiques lorsqu'ils interagissent avec les atomes de l'atmosphère terrestre. Ces muons peuvent traverser les structures de manière similaire à un rayon X avancé, permettant ainsi des observations en profondeur. Toutefois, il semble que la plupart de ces propositions aient rencontré des débuts laborieux et manquent d'impulsion. L'ouverture de la tombe pourrait également engendrer des périls bien plus immédiats et mortels. Un récit rédigé par l'historien chinois Sima Qian, environ un siècle après la disparition de Qin Shi Huang, détaille que la tombe est dotée de mécanismes de défense élaborés, conçus pour anéantir tout intrus. Des palais somptueux et des tours panoramiques destinées à accueillir près d'une centaine de dignitaires furent érigés, tandis que la tombe elle-même fut comblée d'artefacts rares et de trésors merveilleux. Les artisans reçurent l'ordre de forger des arbalètes et des flèches prêtes à décocher sur toute personne pénétrant dans l'enceinte du tombeau. En outre, l'élément mercure fut utilisé pour évoquer les 100 fleuves, dont le Yangtze et le fleuve jaune, ainsi que l'immensité de la mer, tous reproduits avec une ingénierie mécanique sophistiquée. Bien que l'idée d'armes à arc datant de plus de 2000 ans puisse sembler obsolète, ce récit suggère qu'un déferlement de mercure liquide toxique pourrait engloutir les intrus. Certes, cette menace pourrait sembler théorique, mais des analystes scientifiques se sont penchés sur les concentrations de mercure aux alentours de la tombe et ont constaté des niveaux nettement supérieurs à ce que l'on pourrait attendre dans un sol ordinaire. Le mausolée, demeuré inviolé jusqu'à présent, recèlerait selon l'équipe de recherche 100 tonnes ou plus de mercure, une quantité substantielle. L'étude relève également qu'une pratique semble avoir émergé dans l'Antiquité chinoise consistant à déposer du mercure dans les sépultures des élites. Il est suggéré que le mercure, un élément hautement volatile, pourrait s'échapper par d'éventuelles fissures, offrant ainsi une explication plausible à cette concentration exceptionnelle de métal dans la zone.
L'histoire du plus grand tombeau du monde. Tous les efforts déployés pour tenter de prolonger anormalement la vie de l'empereur jaune se sont révélés vains, et Shi Huang a fini par opter pour la solution traditionnelle des dirigeants autocratiques, la construction d'un immense mausolée. La monumentale sépulture qui abrite l'empereur aurait été édifiée par une main-d'œuvre de 700 000 travailleurs au cours d'une période de 38 ans, s'étendant de 246 à 208 avant Jésus-Christ, soit 2 années après le décès du souverain. Le paysage dut également subir des altérations pour accueillir cette structure monumentale, le tracé des rivières fut notamment modifié. Le mausolée de Shi Huang est en réalité un ensemble complexe de multiples sépultures qui s'étend sur une impressionnante superficie de 35 à 60 km². En effet, ce projet impressionnant a été enclenché dès les premières années de son règne, exigeant un effort monumental pour sa réalisation. Un quartier administratif fut érigé sur le site, où 30 000 familles furent déplacées de force et assignées à la tâche de bâtir le plus grand mausolée jamais vu dans l'histoire de la Chine, voire de n'importe quel autre pays. Dans un ultime élan, Wang, avec une santé affaiblie, prit conscience de l'urgence de la situation, mobilisant des centaines de milliers de travailleurs forcés pour mener le projet à bien. Il est indéniable que, d'une manière ou d'une autre, la postérité se souviendrait de Shi Huang bien au-delà de son règne. L'armée de terre cuite semble avoir accompli cette mission à la perfection. La tombe elle-même demeure encore inexplorée, cependant une partie de sa spectaculaire armée de soldats en terre cuite a été dévoilée, conférant au site le titre prestigieux de « plus grand mausolée du monde ». Le tumulus qui recouvre la sépulture souterraine, arborant la forme d'une pyramide à 3 niveaux, s'étend majestueusement sur une circonférence imposante de 1640 mètres, avec chaque côté mesurant 350 mètres, et culmine à une hauteur de 70 mètres. Un double mur ceinture l'ensemble, contribuant à son aura imposante. Pendant l'ère des dynasties en Chine, les croyances ancestrales dictaient que le passage de la vie à la mort ouvrait les portes de l'au-delà. La mort était alors perçue comme une extension de la vie, et le mausolée d'un empereur se transformait en un palais posthume, reflétant sa royauté terrestre. Tous les agréments du quotidien, depuis les serviteurs et les domestiques jusqu'aux biens matériels, aux animaux domestiques, aux épouses, aux précepteurs, aux concubines, ainsi que la nourriture et les boissons, étaient prévus pour l'au-delà. Cette continuité était assurée en ensevelissant toutes ces choses aux côtés du défunt à sa mort. Comme l'exprimait un philosophe chinois ancien, traiter la mort comme la vie. Il fut un temps où le sacrifice humain pour accompagner un maître dans la tombe n'était pas rare, mais à mesure que les dynasties évoluaient, les reproductions en argile ont progressivement pris la place des objets réels. La légende narre que ce tombeau renferme d'immenses richesses, mais aussi des mécanismes diaboliques conçus pour garantir l'éternel repos de Wang. Les pièges et l'aménagement intérieur furent décrits par l'historien Sima Qian, 146 à 86 avant Jésus-Christ, dans son œuvre, le Shiji, écrite un siècle plus tard. Nous allons voir quelques passages. Au 9e mois, le premier empereur a été enterré au mont Li. Lorsque le premier empereur monta sur le trône, les travaux de creusement et de préparation commencèrent au mont Li. Plus tard, quand il eut unifié son empire, 700 000 hommes y furent envoyés de tout son empire. Ils ont creusé à travers 3 couches d'eau souterraine et versé du bronze pour le cercueil extérieur. Des palais et des tours panoramiques pour une centaine de fonctionnaires ont été construits, et la tombe était remplie d'artefacts rares et de merveilleux trésors. Les artisans ont reçu l'ordre de fabriquer des arbalètes et des flèches prêtes à tirer sur quiconque entre dans la tombe. Le mercure a été utilisé pour simuler les 100 fleuves, le Yangtze et le fleuve jaune, et la Grande Mer, et réglé pour couler mécaniquement. Au-dessus se trouvait la représentation des constellations célestes, au-dessous, les caractéristiques de la Terre. Les bougies ont été fabriquées à partir de graisse de poisson, qui est calculée pour brûler et ne pas s'éteindre pendant longtemps. Le deuxième empereur a dit, il serait inapproprié que les concubines du défunt empereur qui n'ont pas de fils soient libres, a ordonné qu'elles accompagnent le mort, et un grand nombre d'entre elles ont été enterrées vivantes. Après l'enterrement,
il a été suggéré que ce serait une grave violation si les artisans qui ont construit les dispositifs mécaniques et connaissaient ces trésors divulguaient ces secrets. Par conséquent, une fois les cérémonies funéraires terminées et les trésors cachés, les portes intérieures ont été bloquées et la porte extérieure abaissée, piégeant immédiatement tous les travailleurs et artisans à l'intérieur. Personne ne pouvait s'échapper. Des arbres et de la végétation ont ensuite été plantés sur le monticule funéraire de telle sorte qu'il ressemble à une colline. Dans le but de protéger sa sépulture, et peut-être d'assurer une protection constante dans l'au-delà, Shi Huang surpassa grandement ses prédécesseurs. Si les dirigeants de l'ancienne Chine avaient coutume de disposer de 2 ou 3 statues de gardiens à l'extérieur de leur tombe, Wang, quant à lui, opta pour la formation d'une véritable armée. Cette armée de soldats en terre cuite ne représente probablement qu'une des 4 formations, car cette section actuellement dévoilée, à une distance de 1,5 km du mausolée, se situe sur le côté est et est susceptible d'être reproduite sur les 3 autres côtés de la structure funéraire. Notons même que cette portion équivalent à un quart n'a pas été entièrement explorée, avec seulement 3 de ces 4 fosses ayant été entièrement investiguées par les archéologues. Dans une évidente démarche visant à reproduire une armée authentique, la fosse 3 abrite des commandants et revêt l'apparence d'un poste de commandement au cœur d'un champ de bataille. En plus de l'infanterie, l'armée inclut 600 chevaux ainsi que près de 100 chars transportant officiers et cavaliers, attelés à 2, 3 ou 4 chevaux. Les soldats sont agencés en rangées ordonnées, adoptant diverses postures, la majorité en position debout, quelques-uns raccroupis. La disposition particulière mélangeant officiers, légèrement plus grands que les autres, le général étant le plus imposant, cavaliers, arbalétriers, éclaireurs, archers, équipage de chars et écuyers, crée l'illusion d'une armée complète, prête à l'action. L'ampleur de cette entreprise a exigé une quantité colossale de bois de chauffage pour alimenter les fours à poterie ayant façonné les statues, sans oublier les innombrables tonnes d'argile prélevées dans les gisements locaux, nécessaires à la création de sculptures pesant jusqu'à 200 kg chacune. Outre le résultat final saisissant, ce projet a été couronné de succès grâce à une organisation et une planification exceptionnelles. De nombreux efforts ont été investis pour conférer à chaque figurine une singularité, bien qu'elle ait été confectionnée à partir d'un ensemble restreint de pièces corporelles assemblées, façonnées à l'aide de moules. Chacune de ces composantes, avec une épaisseur de 7,5 cm, comprend une tête, un torse, une jambe, une seconde jambe servant de base, 2 bras et 2 mains. Les visages et les cheveux en particulier ont été modifiés afin de donner l'illusion d'une armée authentique composée d'individus distincts, bien que, en réalité, seulement 8 types de torses et de têtes aient été utilisés. Même les mains ont été altérées, certaines présentant des doigts droits tandis que d'autres sont pliées, avec des variations dans l'angle du pouce et du poignet. Les figurines n'ont pas été émaillées, mais ont plutôt été laquées pour les préserver, puis peintes avec des couleurs vives, des traces de pigments rouges subsistent sur certaines d'entre elles. Il est stupéfiant de penser que toute cette variété quasi infinie et ce réalisme n'ont jamais été destinés à être observés par qui que ce soit. Chacune de ces figurines était supposée brandir une arme, vraisemblablement des armes authentiques telles que des épées, des hallebardes, des lances, des arcs et des arbalètes. Cependant, une grande majorité de ces armes ont été dérobées il y a bien longtemps, leur attrait résidant dans le bronze dont elles étaient constituées. Les épées encore en place ont conservé leurs tranchants, chacune étant ornée de l'inscription du fabricant et du superviseur. Certains fantassins ne portent pas d'armure, et les boucliers constituent une autre absence notable, malgré les preuves de leur usage au sein des armées qui provenant d'autres sources. Il est possible qu'ils aient également été dérobés dans l'Antiquité, car certaines statues semblent indiquer qu'elles tenaient un objet dans chaque main. D'autres artefacts en dehors de la terre cuite ont été découverts sur le site, alors que les archéologues progressaient de plus en plus près de la zone centrale de la tombe. Ces découvertes englobent des chariots miniatures en bronze et en bois, tirés par des quadruples d'attelages en bronze, ainsi que des sculptures d'oiseaux en bronze, notamment 3 élégantes grues, 20 cygnes et 20 oies. Ces créations sont soigneusement disposées le long d'un étang, reconstituant ainsi une scène lacustre. On retrouve également une reproduction d'écuries, des fondations de structures de temples,
et des pots de stockage à l'intérieur d'une sorte de grange. Une armurerie d'une taille de 100 sur 130 mètres abrite des centaines de reproductions d'armures et de casques, chaque pièce méticuleusement confectionnée à partir de centaines de petits fragments de pierre. De plus, des tombes appartenant à d'autres membres de la famille royale et à de hauts fonctionnaires ont été mises au jour, accompagnées de sculptures les représentant, dont un mausolée dédié à un acrobate de cour. Ensuite, une liste exhaustive d'objets authentiques, bien plus que de simples répliques, vient compléter cet ensemble. Cette liste comprend 31 oiseaux et animaux exotiques, soigneusement logés dans leur propre cercueil en bois, ainsi que de véritables chevaux, 300 d'entre eux dans une seule fosse. On retrouve également les squelettes de plus d'une centaine d'individus, accompagnés de plaques de bronze attestant qu'il s'agit d'ouvriers et de condamnés décédés, ayant tous contribué à la construction de la tombe. La combinaison de ces objets, leur disposition particulière, ainsi que le concept de la carte géographique et du ciel à l'intérieur de la tombe, ont été soigneusement élaborés pour démontrer que le premier empereur chinois exerçait, sinon sur l'ensemble du monde, du moins sur la partie centrale, la plus vitale et prééminente aux yeux des Chinois. La tombe proprement dite se situe à environ 1,5 km à l'ouest de l'ensemble des soldats en terre cuite enterrés. Elle est ensevelie sous une pyramide de terre. Cette structure, appelée tumulus, s'étend sur une superficie de plus de 12 hectares. Elle est entourée par 2 enceintes périphériques de forme rectangulaire. Le périmètre de l'enceinte extérieure mesure environ 6 km, couvrant ainsi une superficie de plus de 2 km², selon le plan disponible sur le site de l'UNESCO. Quant à la tombe elle-même, elle demeure à ce jour non explorée. Les autorités ont en effet choisi d'attendre le développement de technologies permettant de préserver l'intégrité du contenu, notamment la momie de l'empereur, et d'éviter d'éventuels dommages, ainsi que de s'assurer de ne pas déclencher des pièges potentiels. Ainsi, le tombeau de Qin Shi Huang reste préservé et caché, mais sa mémoire demeure vive. À un moment opportun, toutefois, les avancées scientifiques pourraient finalement percer les mystères qui demeurent intacts ici, sans perturber ce lieu préservé depuis environ 2200 ans.